Qui dit analyste en cybersécurité dit forcément, de temps en temps, des incidents de sécurité sur lesquels investiguer et faire des analyses. Appelez-moi Cybercop. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis analyste en cybersécurité, ou plutôt depuis près d'1 an et demi, ça dépend quand on sortira cette vidéo, je suis analyste réponse à incident, qui est un titre très évocateur puisque une part importante de mon travail, même si ça n'en représente pas la majeure partie, et heureusement en fait, est d'intervenir sur des incidents de sécurité au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille ou de ses filiales. Pour rappel, mon changement de poste a eu lieu parce que j'ai changé d'entreprise. Je suis passé d'une ESN, une entreprise de services du numérique, ce qu'on appelait avant une SS2I, un prestataire de service quoi, à un client final, donc une entreprise pour qui et avec qui je bosse. Deux types de postes et de taf, ce qui signifie deux façons de travailler différentes. Si différentes que ça, on est bien sûr ? Je ne vous ai jamais fait de retour d'expérience de mon ancien boulot, mis à part pour la crise Log4j, mais ça représentait une faille critique internationale, donc c'était plutôt important que je vous en parle à l'époque, ni parler de la structure de mon travail via une ESN, alors que je vous avais présenté le boulot d'un analyste SOC. Donc profitons de cette vidéo pour un gros saut dans le passé et comparer mes deux expériences. Déjà, pour les personnes qui sont étrangères à ce type d'entreprise, lorsqu'on bosse en ESN, on travaille finalement pour des clients, généralement d'autres entreprises, à qui on fournit un service, bien souvent une tâche à réaliser par un employé de l'ESN directement chez le client. Ça peut être une intégration d'un outil informatique, de la maintenance, un contrat d'intervention en cas d'incident, ou dans mon cas à l'époque, être détaché chez le client, ou rester dans nos locaux, pour intégrer le SOC du client, ou en construire un, et superviser et traiter la sécurité informatique du client. Et bien sûr, qui dit client, dit contrat carré, qui définit bien le rôle du prestataire vis-à-vis du client et les limites de notre travail, même si généralement les managers aiment bien quand on en fait un petit peu plus que prévu sans que le client n'ait à payer d'un supplément. Petite parenthèse, pour comparer mes deux expériences, je voulais évoquer la fraude sur laquelle j'ai bossé quelques semaines après mon arrivée dans mon entreprise actuelle, mais malheureusement, les analyses qui nous ont permis d'élucider cet incident, et qui pour le coup auraient été vachement intéressantes à vous présenter, pourraient également donner des idées aux plus malicieux d'entre vous et brouiller un peu les pistes. Donc je ne parlerai pas de cet incident pour le moment, mais peut-être dans plusieurs années quand ces techniques seront devenues obsolètes. Fin de la parenthèse, reprenons l'ESN. Donc, dans mon cas, je bossais sous la responsabilité directe d'un SOC manager du client pour ce qui était de la mission qu'on me confiait, et je pouvais être en équipe, dans la majeure partie des cas, ou seul. Je crois que ça m'est arrivé une fois et demie parce qu'on a commencé la mission à 3 et que je l'ai fini seul. Sur le papier, j'ai été autorisé à faire que ce qui était stipulé sur le contrat, généralement que l'analyse des alertes qui se déclenchaient, l'envoi de tickets vers d'autres équipes pour traiter les problèmes, ou nous donner des infos, et surtout tout ce qui pouvait concerner mon périmètre, mettre en place et améliorer des alertes, traiter les scans de vulnérabilité, faire de la veille pour vérifier si des nouvelles menaces ne seraient pas apparues, etc., etc. Et pour tout le reste, ce sur quoi je n'avais pas d'expertise, ou ce qui n'était pas mentionné par le contrat, ou ce qui pouvait concerner de l'interne au client, on n'était pas trop censé y toucher. Sauf qu'au fil de la mission, si on bosse bien, le client nous fait confiance et certains process peuvent être simplifiés pour gagner du temps et raccourcir les temps de traitement des incidents. Ce qui fait qu'on se retrouve en quasi-autonomie chez le client dès l'instant qu'on ne fait pas de conneries et que les traitements sont bien faits. Ça a été le cas pour l'un de mes derniers contrats, mais c'est pas toujours le cas avec tous les clients. Ce qui fait que, même en tant que prestataire, ma façon de travailler pouvait être différente d'un contrat à l'autre. On avait dans une minorité de cas des clients qui, même en cas d'incident grave, voulaient qu'on reste à notre place et que ce soit les internes qui gèrent, quitte à ce qu'ils nous demandent juste quelques infos par-ci par-là, sans forcément de contexte, ce qui rend le boulot pas évident, Salaud de bouygues.
Et à côté, dans une bonne majorité des cas, et surtout parce que ma boîte avait fait ses preuves, ça m'est arrivé que le RSSI me contacte directement pour me confier le traitement d'un incident, au lieu de contacter l'un de ses analystes internes. C'est dire. Et quand on commence à avoir la bénédiction du RSSI, on sait que notre boulot va être un peu plus simple et agréable, parce que si des équipes internes commencent à chipoter pour donner des infos ou corriger un problème, on sait que le RSSI sera derrière nous pour nous soutenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout se permettre et prendre toutes les initiatives. Tant que ça reste à peu près dans le cadre de notre mission, on peut proposer des choses, des pistes d'amélioration du SOC ou du traitement des incidents, proposer de nouveaux process, de nouveaux outils de sécurité, mais si ça déborde, comme par exemple proposer des exercices de sensibilisation alors que c'est pas notre taf, ça peut être une perte de temps. Chez au moins un client, certaines personnes avaient même fini par penser que j'étais un interne, alors que non, j'aurais bien voulu être internalisé, mais ça peut poser des problèmes. Et d'ailleurs, le fait de croire que j'étais interne peut même être problématique. Je n'ai plus les cas précis en tête, et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais il existe des situations dans lesquelles un prestataire ou un freelance peut se faire internaliser, se faire embaucher directement en interne, par le client si ce même client fait des erreurs. À vérifier, mais je crois que 2 de ces erreurs sont si la mission dépasse les 36 mois, ou du moins si elle est très longue, et si le prestataire est traité de la même manière qu'un interne. Ne prenez pas cette info comme argent comptant, je sors ces infos du fin fond de ma mémoire, donc potentiellement fake news. Globalement, pour résumer une expérience en ESN, ou plutôt mon expérience, le mot d'ordre sera « ça dépend du client et du contrat », et également de la ville. Même si la plupart du temps, j'ai eu pas mal de liberté pour prendre des initiatives et adapter mon travail, dans certains cas, la rigueur est de mise pour éviter tout problème avec un client carré ou stressé qui pourrait prendre nos initiatives comme une incompétence de sa part, ou bousculer son organisation, ou simplement le faire chier. Ça reste une bonne situation pour débuter en début de carrière, mais clairement, passé plusieurs années, si vous avez envie d'avoir plus de marge de manœuvre pour travailler en cyber, ou si vous souhaitez prendre en main des sujets de sécurité plus complexes, souvent réservés à des équipes internes, si le client en dispose, le mieux est d'intégrer un client final, de devenir interne dans une entreprise. Ça n'est que mon avis, je sais qu'il y en a pour qui être presta suffit, et qui arrivent à évoluer avec des missions intéressantes, mais de mon expérience, ces gens-là sont pas beaucoup. Et quand on parle de client final, laissez-moi vous parler de ma vie professionnelle depuis plus d'1 an et demi. Déjà, je ne suis plus analyste SOC, comme précisé plus tôt, mais je bosse au sein de l'équipe cybersécurité d'un groupe. Alors, je fais partie d'un groupe qui a plusieurs directions. Pour simplifier, une direction par activité de l'entreprise. Et chacune de ces directions, si je parle en termes LVMH, je dirais chacune de ces maisons, est libre de choisir qui gère sa cybersécurité. Nous, on est présent à titre consultatif pour tout le monde, et lorsqu'un incident est déclaré, on intervient pour aider à sa résolution. Mais sinon, chaque direction peut avoir son propre SOC pour la détection des alertes, ou l'externaliser, ou même passer par un autre service interne. Mais s'il y a plusieurs directions et plusieurs activités, la surface d'attaque est bien plus grande, ce qui implique bien plus d'attaques et d'incidents. Ah, et je vous ai pas parlé des filiales qui appartiennent au groupe, ou à d'autres filiales. C'est un bordel. Et donc, pour en revenir à ma parenthèse du début, la grande quantité d'entités au sein de cette entreprise fait que j'ai dû gérer, pas tout à fait tout seul, un premier incident, une fraude, dès mes premières semaines. Je suis arrivé le 18 mars 2024, je pense qu'on m'a mis dessus début avril. Et 1 an après, soit en avril-mai 2025, j'ai à nouveau traité un incident important qui, là, concernait l'exploitation d'une vulnérabilité chez un partenaire, une boîte avec qui on bosse, pas une entreprise qui appartient au groupe, qui aurait permis à un attaquant de s'introduire dans leur système et potentiellement voler des données. Là, on est déjà sur un boulot totalement différent du cas de la fraude. Là où pour la fraude, j'ai dû faire des investigations dans les logs, des analyses de fichiers ou d'autres types de traitements, ici, je n'ai eu à faire que de la communication, et autant dire que c'est pas un plaisir. L'incident ayant potentiellement impacté plusieurs de nos services, il a fallu que je contacte différentes personnes
et services afin que eux fassent des coms et des inventaires dans leur propre service pour savoir si oui ou non ils étaient impactés et si oui, prendre des mesures. En parallèle, j'étais en communication avec le RSSI du partenaire pour avoir plus d'infos. Ça a été mon rôle pendant tout le traitement, communiquer auprès des responsables et des équipes internes les infos que je récupérais et transmettre aux partenaires les préoccupations et demandes des équipes. J'en étais arrivé à vouloir remettre certaines personnes en place parce qu'ils me demandaient des infos, des recommandations, mais au final n'en faisaient rien, voire même imposer aux partenaires une communication officielle de fin d'incident avec les raisons de l'incident, les mesures prises et moyens mis en place pour que le problème ne se produise plus. Alors que je leur avais déjà transmis toutes ces infos. Mais bon. Le pire là-dedans, c'est que leur obstination à attendre une communication officielle a fait que leurs équipes n'ont pu retravailler dans de bonnes conditions qu'au bout de 2 jours. On pourrait croire avec ce comparatif qu'au final, ma dernière expérience n'est pas folle. Oui, sur la dernière partie, le fait de faire pigeon voyageur n'est pas ce que j'avais prévu en venant. Mais ça montre surtout la diversité du travail qu'il y a en fonction du type d'incident. Une semaine après ce dernier incident, on a eu un exercice cyber simulant une crise bien hardcore impliquant tout le groupe. Eh bien, la gestion de l'incident ayant déjà fait remonter des problèmes d'organisation, et surtout d'écoute de notre service de cybersécurité, on a pu un peu recaler certains points durant l'exercice qui, malgré une bonne intensité, 2-3 semaines de crise simulée en 36 heures, s'est plutôt bien passé. Dans un autre registre, j'ai pu, avec un collègue et un outilleur, mettre en place un wiki comme nouvelle solution de centralisation de la documentation pour notre équipe, chose que je n'aurais pas pu faire en tant que prestat. Ça n'était pas mon taf du tout. Encore une fois, il ne s'agit que de mon avis perso, mais à comparer, je me sens bien plus libre et encouragé à faire ce qui me semble important et intéressant pour notre équipe et nos tâches actuellement, plutôt que dans mon précédent boulot, tant que le travail est fait bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça coûte rien. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité à l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Salaud de Bouygues!